Shalom Bracha, il y a quelque temps, j'avais fait une compilation de mots que les Israéliens ne savent pas prononcer correctement en raison des nombreuses inexactitudes de l'hébreu moderne. Mais j'avais renoncé à en faire une vidéo. Parfois, je prépare plein de choses, mais je n'ai pas le feeling ou la motivation pour les publier. Et puis, je suis tombé hier sur deux vidéos d'un Israélien francophone qui a une application pour vous faire apprendre l'hébreu par des expressions et mots de la vie de tous les jours. J'ai été tellement effaré par ce que j'ai entendu que finalement, j'ai eu la motivation tant attendue pour aborder le sujet des erreurs de prononciation courantes causées par l'hébreu moderne. Avant de voir ces deux vidéos et les corrections qui s'imposent, vous devez constamment garder à l'esprit que l'hébreu tel que parlé en Israël est une corruption de la langue sainte par les fondateurs ashkénazes du sionisme laïque. En plus d'accorder une terre au peuple juif, le but originel du sionisme était la création d'un juif nouveau, complètement déraciné de la Torah et de la religion. Pour ce faire, il fallait changer la culture et la langue juive. Les sionistes étant originellement ashkénazes, se calquèrent sur les cultures et langues européennes des pays d'où ils venaient. Cela a eu pour conséquence de modifier la structure, la grammaire, le vocabulaire et la prononciation de l'hébreu afin de rendre la langue plus européenne et moins sémitique. C'est ainsi que, pour donner un exemple, alors qu'une phrase en langue sainte commence par le verbe, ils décidèrent de les faire commencer par le pronom, conformément à la structure de phrases courantes en Europe. De même, les pays européens d'où ils venaient n'ayant pas de guttural, ils simplifièrent la prononciation des lettres Aleph, He, Hes et Aïn, trop difficiles à prononcer pour les Ashkenazim, et abandonnèrent la double prononciation des Beget Kepat lorsqu'elles ont ou n'ont pas de Dagesh, excepté pour le Bet et le Vet, le Kaf et le Raf, et le P et le Fé. Ils abandonnèrent également bon nombre de règles fondamentales de la grammaire hébraïque. Tout ceci va nous permettre de comprendre les erreurs que j'ai sélectionnées pour vous dans les deux vidéos de cet enseignant d'hébreu. Une dernière chose avant de commencer. Je vais faire exprès de prononcer à l'israélienne les consonnes et les voyelles. Donc, cela ne sert à rien de me signaler en commentaire que ce n'est pas comme ça que je prononce d'habitude, etc., etc. C'est fait exprès. Allez, on y va. Les mots hébreux que les Français ne savent pas prononcer. Alors vous savez, pour faire Netilat Yadayim, pour faire le lavage des mains avant le motzi, vous dites Keli. Non, c'est pas Keli, c'est Kli. D'ailleurs, Kli veut dire un outil, un instrument, un ustensile. Tout ça, ça se dit Kli en hébreu. Alors, non, c'est bel et bien Keli. Comme vous le savez maintenant, lorsqu'un mot commence par la voyelle Sheva, cette dernière est vocale. Les Juifs français ont donc bel et bien raison de dire Keli et non Kli comme les Israéliens. Oui, vous dites les fêtes de Tishri, pas Tishri. Tishrei, en hébreu on dit Chagei Tishrei, les fêtes de Tishrei. Alors, ça mériterait une vidéo à part entière. Mais pour faire bref, bien qu'en hébreu israélien, le mot se prononce effectivement Tishrei, les textes vocalisés les plus anciens attestent tous que le resh doit être vocalisé avec la voyelle ririk et non tséré. Par exemple, les plus anciens manuscrits vocalisés de la Mishnah écrivent bien Tishri avec un ririk. Nous pouvons le voir deux fois dans la première Mishnah de Rosh Hashanah à votre écran ou encore dans la troisième Mishnah de Rosh Hashanah, toujours à votre écran. Et pour information, ces deux extraits de Mishnah que je vous ai montrés proviennent d'un manuscrit du 10e ou 11e siècle. C'est donc très tôt, puisqu'en réalité le système de voyelles tel que nous le connaissons aujourd'hui a été finalisé aux alentours du 10e siècle. Autrement dit, c'est quasiment la première édition vocalisée de la Mishnah. Et comme vous l'avez vu, le mot est bel et bien vocalisé Tishri et non Tishrei, avec un ririk et non un tseri. Tous les anciens piyutim vocalisés l'écrivent également avec un ririk, comme celui que j'affiche à votre écran, où il est clair que le mot Tishri sert à former une rime avec le mot Shevi'i,
L'orthographe Tishri est également attestée dans un article du journal Kulmus, qui date de la Palestine mandataire et que vous avez à l'écran. Il y est expliqué que c'est à cette époque que la prononciation a changé pour Tishrei, mais que tous les manuscrits vocalisés de la Mishnah attestent que l'orthographe correcte est Tishri. Et enfin, n'oubliez pas que le mot en lui-même n'est pas d'origine hébraïque, mais vient de l'akkadien Tashritu, le resh étant vocalisé là encore avec un ririk. Et c'est le cas dans toutes les autres langues sémitiques où le mot est utilisé. Par exemple, les pays du Levant ont dans leur calendrier plusieurs noms de mois identiques aux nôtres, et parmi eux, on retrouve le mois de Tishrin. Là encore, le resh étant vocalisé avec un ririk. D'ailleurs, la guerre de Kippour, qui a eu lieu donc dans les années 70 entre l'Égypte et Israël, est appelée dans l'arabe du Levant Harb Tishrin, c'est-à-dire donc la guerre de Tishrin, la guerre du mois de Tishrin, puisque effectivement Yom Kippour tombe dans le mois de Tishri en hébreu et Tishrin donc dans la langue arabe du Levant. Donc, bien qu'en hébreu israélien le mot soit prononcé Tishrei, tout indique que la bonne prononciation est Tishri. Le plus ancien texte vocalisé qui utilise l'orthographe Tishrei est une version imprimée et même pas manuscrite du Targum Yonathan datant de 1591, dans laquelle Tishrei apparaît dans Bereshith, chapitre 7, le verset 11, le chapitre 8, le verset 13 et le chapitre 8, le verset 22. Et sur l'écran, je vous ai montré donc Tishrei tel qu'il apparaît dans Bereshith, chapitre 7, le verset 11. On voit donc que le resh est vocalisé avec la voyelle serrée au lieu du ririk. C'est le plus ancien texte et imprimé et même pas manuscrit dans lequel donc on voit l'orthographe Tishrei. Donc, sur ce point également, les Juifs français ont raison de dire Tishri, même si sous l'impulsion des Chabad, de plus en plus de Juifs français se mettent à prononcer Tishrei. Un mot que vous prononcez pas bien, que vous utilisez souvent, c'est tzedaka. C'est pas tzedaka, c'est tzedaka. Répétez après moi, tzedaka. Vous savez ce qu'on met sur le bras? C'est pas des tefilin, c'est des tfilin. Répétez après moi, tfilin. Ici, même remarque que pour Kli, qui doit se prononcer Keli. Ainsi, c'est bien tzedaka et non tzedaka. Et bien tefilin et non pas tfilin. Là encore, dans tous ces cas, les Juifs français ont raison. Tfilin. Là aussi, je ne sais pas pourquoi, d'où ça vient. Cet été, je vais en Israël. Non, je vais en Israël. C'est un S. En hébreu, c'est un sin. Regardez bien, c'est un sin. Israël. Tous ces mots-là, bien sûr, font partie du vocabulaire qu'on apprend sur acoursdhébreu.com. Pour une première fois dans la vidéo, il a raison. Et c'est l'une des erreurs les plus stupéfiantes que quasiment tous les Juifs français commettent. Je n'ai jamais compris pourquoi ils prononcent Israël, comme s'il y avait un Z, alors qu'ils prononcent bien Istanbul et non Istanbul, Islande et non Islande, ou encore Isigny-sur-Mer, qui est une commune française dans le Calvados, et non pas Isigny-sur-Mer. Donc, rien ne peut justifier cette erreur consistant à prononcer Israël au lieu de Israël. Souvent à l'occasion des mariages, bar mitzvah, etc., on dit Mazel Tov, pas Mazel Tov. Mazal Tov, c'est le mot Mazal qui veut dire la chance, la bonne chance. Pour une deuxième fois de suite dans la vidéo, il a raison. Mais il est intéressant d'expliquer d'où vient la prononciation de Mazel. Eh bien, cela vient du Yiddish, la langue des Juifs ashkénazes, dans laquelle les mots hébreux se prononcent quasiment systématiquement d'une manière différente de leur orthographe et fréquemment avec une dernière voyelle « est ». Par exemple, «Toire » au lieu de « Torah »,« Shvues » au lieu de « Shavuot » ou encore « Paiser » au lieu de « Pesach » ou alors « Payes » au lieu de « Peyot ». Puisque « Mazal » est un mot hébreu, en yiddish, il va être déformé et prononcé « Mazel ». Mais juste une petite correction. Le mot Mazal ne signifie pas chance, mais constellation ou signe astrologique.
Cet été, je passe mes vacances en Israël et vous dites Natania. C'est pas Natania. Bon, il y a beaucoup d'Israéliens qui disent aussi Natania, c'est Netania. D'ailleurs, si vous parlez que en hébreu, dites Ani nosea le Netanya. Notez que, bien qu'on dise effectivement Netanya et non Natania, il a méprisé une règle fondamentale de la grammaire hébraïque. Lorsqu'un mot commençant par un sheva reçoit le préfixe lamed, qui lui-même est vocalisé avec un sheva, cela crée un mot commençant par deux sheva, ce qui est une impossibilité grammaticale en hébreu. De ce fait, on ne peut pas prononcer les Netanya comme il le fait, et comme en réalité tous les Israéliens le font. Ce qu'il va se passer ici, dans la grammaire hébraïque, dans ce genre de cas de figure, est que le préfixe lamed va perdre son sheva, qui sera remplacé par un ririk, ce qui à son tour aura pour conséquence de rendre muet le sheva du mot auquel il est préfixé. Donc, si on préfixe le lamed à Netanya, cela nous donne l'intanya et non l'enetanya. Les mots en hébreu que les Français pensent masculins alors qu'ils sont féminins. C'est parti. Shabbat. C'est pas un Shabbat en hébreu, c'est une Shabbat. Par exemple, si vous voulez dire le Shabbat était agréable, ha-Shabbat haïta neima, et pas naïm, neima. Ça, c'est très intéressant, car il commet ici une double erreur. La première est qu'il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'un mot pourrait être d'un certain genre dans une langue qu'on doit garder ce même genre lorsqu'il est repris dans une autre langue. Généralement, quand on reprend un mot d'une autre langue, on l'adapte à la logique de la langue emprunteuse. Ainsi, quand bien même Shabbat pourrait être féminin en hébreu, en français on dira systématiquement le Shabbat, car en français, tous les jours de la semaine sans exception sont masculins. On dit le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi. Par conséquent, Shabbat étant un jour, le juif français dira le Shabbat. Ce n'est pas une erreur, mais une adaptation d'un mot étranger à la langue emprunteuse. Prenons l'exemple du football. Depuis quelques années maintenant, il existe ce que l'on appelle VAR, l'acronyme anglais de Video Assistant Referee. Jusqu'à ce jour, il existe un débat quant à savoir quel article défini utiliser en français avec ce terme. Est-ce qu'il faut dire le VAR ou la VAR? Eh bien, les deux sont corrects. Le plus utilisé est la VAR, car lorsque Video Assistant Referee est traduit en français, cela nous donne assistance vidéo à l'arbitrage. Assistance et vidéo étant féminin en français, on dira donc la VAR, puisque ici, on va donc insister sur le système. Il s'agit d'une assistance vidéo. En revanche, ceux qui disent le VAR se basent sur une autre traduction possible de Video Assistant Referee, à savoir arbitre assistant vidéo. Arbitre étant masculin en français, ils diront le VAR, qui est néanmoins moins courant que la VAR. Mais dans la version le VAR, on ne va pas donc insister sur le système en lui-même, mais sur la personne qui se trouve dans la cabine et qui va assister l'arbitre à distance. Donc, l'arbitre assistant. Tout dépend donc de la perspective de la langue emprunteuse et non pas du genre que le mot emprunté a dans sa langue d'origine. La deuxième erreur qu'il commet consiste à affirmer que Shabbat est féminin en hébreu. Or, nous avions vu qu'en réalité, c'est un mot androgyne, à la fois masculin et féminin. En hébreu, on ne dit pas un talit, mais une talit. D'ailleurs, les mots qui finissent par it en hébreu sont forcément féminins. Talit, yafa, talit, gdola. C'est féminin. Là encore, une erreur. Il affirme que talit est féminin en hébreu car tous les mots hébreux se finissant en it sont forcément féminins. Cette erreur provient précisément du fait de supposer que le mot talit est d'origine hébraïque.
Or, ce n'est pas le cas. Tous les grammairiens sont d'accord sur le fait que talit n'est pas un mot hébreu, mais proviendrait soit de la racine araméenne talal, qui signifie couvrir, ou du grec stolé, qui signifie habit, tunique, robe ou tissu. En tous les cas, c'est un mot étranger, ce qui va avoir son importance dans la suite. La thèse de l'origine grecque du mot est beaucoup plus plausible. En effet, le Talmud emploie à plusieurs reprises le mot istela, qui désigne une robe, une tunique, un habit ou un tissu. Vous l'aurez compris, istela est une hébraïsation du grec stolé. Istela, stolé. Vous voyez très bien que ça vient de la même racine et que donc stolé a été hébraïsé en istela. Plus intéressant encore, Rashi Zecher Tzadik Livracha lui-même, dans son commentaire sur la Maseret Sanhedrin au Daf 44a, explique que istela signifie talit. Vous savez que les Grecs anciens s'habillaient avec une espèce de tissu couvrant leur tunique et ressemblant étrangement à un talit, comme vous le voyez à l'écran. Ainsi, stolé fut hébraïsé en istela, qui lui-même fut araméisé en talit. C'est là que certains diront, on comprend la ressemblance phonétique entre stolé et istela, mais on ne retrouve pas le son S dans talit. C'est tout simplement parce que la consonne sadé devient un tête en araméen. La racine araméenne talal, qui a donné le mot talit, est l'équivalent de la racine hébraïque salal, qui signifie la même chose que talal, à savoir couvrir, et d'où vient notamment le mot hébreu sel, qui signifie ombre, puisqu'une ombre couvre. Maintenant qu'il a été établi que talit n'est pas un mot hébreu, la règle disant que tout mot hébreu se terminant par it est forcément féminin ne s'applique donc pas à talit, puisque talit n'est pas un mot hébreu. La règle en it ne s'applique donc pas à talit. Et d'ailleurs, vous pourrez le vérifier notamment sur le site de l'Académie hébraïque qui nous déclare que les mots étrangers repris en hébreu et se terminant par it peuvent être masculins, contrairement effectivement aux mots hébreux se terminant en it qui sont systématiquement féminins. Ainsi, bien que talit se termine en it, c'est un mot masculin car d'origine étrangère, en l'occurrence ici araméenne. Voilà pourquoi vous le verrez systématiquement employé au masculin dans tous les ouvrages de halacha où l'on parle de talit gadol et non gdola, et de talit katan et non ktana, puisque la règle hébraïque de la terminaison en it ne s'applique pas à lui. Vous n'allez jamais voir un livre de halacha qui dit talit gedola. Contrairement donc à ce qu'il dit dans sa vidéo, on ne dit jamais talit gedola, on dit toujours talit gadol. Le tout premier dictionnaire qui a affirmé que talit était un nom féminin est le dictionnaire de Klein, qui date donc de la fin des années 1980, c'est-à-dire donc bien des années après la création de l'État d'Israël. Et c'est ça qui a donc gravé dans le marbre que talit serait féminin. Mais en réalité, tous les dictionnaires qui précèdent le dictionnaire de Klein sont unanimes que talit est un mot masculin, et en plus d'origine étrangère et non hébraïque. Ce sont là donc 8 exemples que j'ai repris de ces 2 vidéos que j'ai visionnées hier. J'aurais pu en citer davantage, notamment la fois où il dit que le mot tzitzit serait donc lui également féminin, parce que le pluriel serait tzitziot. Mais en réalité, ce n'est pas si évident que cela parce que on retrouve de très nombreux textes de halacha où tzitzit est traité comme un mot masculin et également féminin. Donc, tzitzit serait également un mot androgyne comme Shabbat.
Kol Tov, Hazak, Uvaruch, et je vous souhaite déjà un Shabbat Tov Mvorach.